Nous sommes encore là ce matin. Nous allons continuer avec notre mentorat parajuridique. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une loi de notre pays, le Bénin. Il s'agit bel et bien de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Vous savez très bien que je suis lanceuse d'alerte contre les violences obstétricales et gynécologiques, contre les normes historiques nuisibles pour la santé. Et j'ai été même ex-chef pour l'assistance aux victimes à l'Institut national de la femme. Si le chef de l'État m'a fait confiance, je parle bien du président Patrice Talon, et qu'il m'a nommé à ce poste, c'est parce qu'il a compris que j'ai des atouts, j'ai des connaissances juridiques que je peux mettre à la disposition de la population et que je peux exploiter pour susciter la protection des droits des victimes de VBG. Et quand nous parlons de cette loi, et tout le monde a la vision calquée sur les violences basées sur le genre. Mais moi, je vais faire une petite transition. Quand on parle de violences basées sur le genre, quand on parle de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, on ne doit pas oublier les violences qui sont faites en milieu sanitaire. Et comme je suis sage-femme, juriste, on ne va pas oublier les violences gynécologiques et obstétricales. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas du pan de la gynécologie. Ce qui m'intéresse ce matin, que j'ai envie de partager avec vous, c'est la partie qui concerne l'accouchement. Et il n'est pas rare d'entendre des Béninois, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient professionnels de la justice, qu'ils soient dans la communauté, et qu'il s'agisse de sages-femmes, de gynécologues ou d'autres personnes. Et on se dit non, votre affaire de violence obstétricale, là, ça ne peut pas venir en Afrique. Hein. Ça, c'est une affaire des Blancs. On dit non, dans notre pays, il n'y a aucune loi qui parle de violence obstétricale. La dame, là, elle raconte quoi? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est dans le pays? Est-ce qu'elle est ailleurs? Là où je suis, ce n'est pas ça qui est important. Mais je vous apprends que je suis bel et bien au Bénin. Je suis en poste à la direction départementale de la santé de l'Atlantique. Qui me cherche, viens là-bas, va me trouver. Je suis dans le service de protection de la santé de la mère et de l'enfant et de la médecine hospitalière. Mais je suis aussi ancienne stagiaire de la JICA au Maroc en 2012, au Japon en 2014. Et c'est au Japon que j'ai appris à faire l'accouchement sans violence. C'est au Japon que j'ai pris connaissance plus en profondeur des recommandations de l'OMS liées aux 59 pratiques, où il y a les pratiques catégorie A qui sont recommandées, les B, C et D qui ne sont pas recommandées. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Ce matin, je vais directement dans la loi que je viens d'énoncer. Vous connaissez cette loi? Ils vont vous montrer la capture. Dans cette loi, dans l'article 2, on a procédé à la définition des violences faites aux femmes. Et dans l'article 2, il y a plusieurs alinéas. Mais il y a un alinéa dont les gens ne parlent pas. Les juristes n'en parlent pas. Et les acteurs d'assistance aux victimes n'en parlent pas. Les défenseurs de droits n'en parlent pas souvent. Mais moi, étant la fois sage-femme et juriste, défenseur des droits humains en milieu sanitaire, je ne peux pas connaître le contenu de cet article et ne pas partager ça avec vous. Nous allons passer à la lecture du contenu de l'alinéa 3. Suivez-moi très bien, suivez mon regard. Hein? On dit au titre de la présente loi, sont également considérées comme des violences faites aux femmes, le fait pour un agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d'un accouchement, vous voyez le document, au cours d'un accouchement, toute la diligence requise. Toute la diligence requise. Et on continue, la phrase n'est pas terminée. Ou de s'abstenir d'accomplir son devoir professionnel. Quand on vous parle de toute la diligence requise, le problème est là. Et quand on revient encore, mais s'abstenir d'accomplir son devoir professionnel, chers collègues sages-femmes, j'espère que vous irez chercher la loi, allez télécharger, lisez correctement l'alinéa 3 de l'article 2 de cette loi qui date de 2012.
Nous sommes en 2026. Donc, la partie accouchement où on dit qu'au Bénin, là, il n'y a aucune loi qui parle de ça, là. C'est parce que la loi est méconnue. Hein. La loi est prise en 2012. Vous avez vu, janvier 2012. 14 ans après, beaucoup ne savent pas que cette disposition existe. Et ce matin, j'ai envie de faire quelques commentaires au sujet de cette disposition. Très bien. Quand nous prenons toute la diligence requise, on dit que la science a évolué. Je vous apprends qu'au Japon, on nous a amenés à faire des exercices pendant toute une semaine, durant la durée du stage, pendant toute une semaine, à reconnaître les normes historiques nuisibles pour la santé. Et nous avons compris que les protocoles de soins en Afrique reposent beaucoup plus sur ces normes. Il y a beaucoup d'actes médicaux qui sont violents, mais qui se retrouvent dans les protocoles de prise en charge. Et quand tu es sage-femme, tu es à la fois sage-femme et juriste. Et tu sais qu'il y a des collègues qui pensent qu'elles travaillent bien, elles seront à la retraite peut-être, et une parturiente ou une accouchée mécontente pourra les traduire après en justice. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas pour exposer le système de santé, mais c'est pour éveiller les consciences pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Et là-bas, on nous a démontré que la seule manière pour répondre tangiblement aux problèmes de santé dans le domaine de l'obstétrique, la seule manière, c'est de respecter les droits des femmes pendant la grossesse, pendant le travail d'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Je reviens au concept de toute la diligence requise. Quand on parle de toute la diligence requise, en français simple, ça veut dire qu'il faut appliquer la science du moment. Scientifiquement, qu'est-ce qui est prouvé? Scientifiquement, qu'est-ce qu'on devait faire? Si le dossier va en justice, on va demander qu'est-ce qui est recommandé. Et ce qui est recommandé, là, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes en faute. Vous n'allez pas dire que dans mon protocole, on a dit de faire. Parce que quand il y a une faute personnelle, vous y répondez pénalement. On ne peut pas enfermer votre établissement de santé. On ne peut pas mettre la maternité en prison. Mais qui a posé l'acte pénal, l'acte répréhensible, qui a fait l'infraction? Et là, je vais profiter pour vous dire que ce n'est pas toutes les instructions qu'il faut exécuter. Quand l'instruction qu'on te donne est illégale, et toi-même tu sais que cette instruction est illégale, tu es détaché du lien hiérarchique. Tu n'iras pas appliquer pour dire « Ah, c'est mon médecin qui a dit, c'est le directeur de l'hôpital qui a dit. » Est-ce que l'acte est illégal? Est-ce que l'acte est légal? Quand l'acte est illégal, tu ne le fais pas et tu signales et tu dénonces. Et l'AICM a dit de faire les dénonciations en ligne pour que les sages-femmes puissent faire entendre leur voix. Je vais prendre le code de déontologie. Parce que là aussi, on dit « Ah non, au Bénin, on n'a pas de code. » Pour le moment, ce n'est pas sorti. Mais le Bénin est dans l'espace CEDEAO. Et de commun accord, la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone a mis ce code à notre disposition pour que chaque pays s'en inspire et qu'on ait un code spécifique par pays. Et ce code est validé par l'AICM. Je rentre dans ce code et je vais vous lire le contenu de l'article 3, alinéa 2, qui dit ceci. D'une manière générale, la sage-femme exerce la profession dans le respect des principes de probité, dévouement, honnêteté, humanisme, loyauté, etc. On a cité beaucoup d'autres choses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'humanisme. Devant la justice, on peut te punir pour la faute d'humanisme. À cause d'une faute d'humanisme, tu peux être amené à faire des réparations de préjudice. Donc quand je mets les deux ensemble et que je reviens au contenu de la diligence requise, c'est qu'au moment où tu étais en train d'accoucher la femme, qu'est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a conseillé, a recommandé? Est-ce que tu as posé un acte que l'OMS dit qu'il convient d'éliminer? Si tu poses l'acte, ça veut dire que l'acte est interdit. Même si on n'a pas mis dans le document interdit, c'est parce que c'est des conventions et ils ont des formulations. Donc, ayant fait le droit, nous savons interpréter. Et quand on parle de diligence requise actuellement, ce qui est recommandé par tout le monde, ce qui est recommandé par la Confédération internationale de la sage-femme, la Fédération des sages-femmes d'Afrique francophone, c'est l'accouchement sans violence, c'est l'accouchement respecté, c'est l'accouchement humanisé. Et quand on parle d'accouchement sans violence, on parle d'accouchement respecté, on parle d'accouchement humanisé. Il revient à la sage-femme qui fait le suivi prénatal
d'expliquer à la femme, à travers le droit à l'information, toutes les thérapies alternatives, les thérapies obstétricales alternatives humanistes. Et c'est dans cette thérapie qu'on pourrait dire à la femme qu'elle a la liberté de boire et de manger, elle a la liberté de partir et de venir, la liberté d'aller-retour, elle a la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de position, pendant le travail comme pendant l'accouchement. Donc, quand la femme vient à la maternité, elle veut accoucher, elle s'en fout de vous avez tel ou tel matériel. Elle vous dira, moi, je veux tel type d'accouchement. Et déjà, c'est inscrit dans son projet de naissance. On est en train de sensibiliser les femmes. Et avec la mondialisation, avec le développement des réseaux sociaux, des TikTok, tout ça là, et avec les sensibilisations en ligne, les femmes connaissent déjà beaucoup de choses que les sages-femmes même ne connaissent pas. Bref, je reviens à la diligence requise. Au moment où je lui ai fait l'accouchement, je dois utiliser tout ce qui est recommandé. Et ce qui est recommandé se trouve dans les pratiques catégorie A, les 22 pratiques. Je ne vais pas citer les 22 pratiques ici, je vous ai cité quelques libertés. Et l'accouchement même doit se faire en position libre. Donc si vous mettez la femme en position gynécologique et qu'une accompagnante arrive à faire la photo, et si elle a un problème, pénalement, vous pouvez avoir de problèmes. Oui, parce qu'il y a un risque médico-légal là. Pourquoi on sait très bien que la position gynécologique est une position tueuse? Pourquoi on sait que cette position peut entraîner une souffrance maternelle, une souffrance fœtale? Et toutes les complications que j'avais expliquées dans mes capsules précédentes, pourquoi on choisit cette position? Ça ne vous met plus en position de force. Et quand on va maintenant au niveau de, on s'est abstenu de faire son devoir professionnel. Le devoir professionnel, à travers la charte des droits et devoirs des patients, nous dit qu'il faut respecter le consentement. Vous devez expliquer une panoplie. Vous devez apporter beaucoup d'informations à la femme. Et elle, à partir de ça, elle va choisir ce qui l'arrange. Et dès qu'elle choisit, vous êtes obligé de respecter. Chers collègues sages-femmes, je suppose dans l'instant T qu'une femme en travail arrive et qu'elle vous dit qu'elle veut un accouchement aquatique. Hey! Voilà, vous n'avez pas de baignoire de dilatation. Je voudrais dire quoi? Essayez d'exprimer vos besoins, de les documenter, de faire des relances et faites le mentorat parajuridique. Depuis 2016, à Ouaga, en présence du professeur Ali Kourou, c'est le dernier congrès pour lequel il a participé. Après ça, je ne l'ai plus vu. Et j'avais fait une photo avec lui que je ne peux jamais oublier. Lors de ce congrès, les représentants de l'INMES n'étaient pas là. Le professeur Ali Kourou m'a dit de représenter l'INMES. Et nous avons rédigé les recommandations ensemble. Les autres pays ont envoyé des sages-femmes qui sont venues des différents INFAS et des maternités, je dis des maternités, des universités privées, etc. Mais moi, j'étais à ce congrès et lorsqu'on a dit symposium des sages-femmes pour les laboratoires de compétences, c'est moi qui ai émis l'idée de ce qu'on ne fera plus de mentorat simple. On ne fera plus seulement les mentorats cliniques. On va faire des mentorats cliniques humanistes pour montrer la différence, que la routinisation ne se trouve plus dans notre mentorat. Mais notre mentorat sera basé sur les pratiques alternatives qui sont recommandées, qui ne sont pas connues. Étant donné que ces pratiques ne sont pas encore enseignées, à travers le mentorat, ça va amener la sage-femme à découvrir d'autres méthodes qui vont la protéger en matière judiciaire. Et non seulement nous devons faire du mentorat clinique humaniste, nous devons faire aussi du mentorat parajuridique. Parce que tout le monde n'est pas sage-femme juriste. Or, en 2019, vous savez très bien que le thème international de la Journée internationale de la sage-femme, c'est sage-femme défenseur des droits des femmes. Et à ce congrès, on nous a dit que quand on parle de femme, la sage-femme est avant tout une femme. On ne saurait lutter contre les violences obstétricales sans aller lutter contre les violences faites aux sages-femmes et qui empêchent les sages-femmes de mieux travailler. Et c'est là où j'ai pris l'engagement de faire le tour de l'Afrique et de parler des droits des sages-femmes et de parler du panorama des violences faites aux sages-femmes. Et j'ai eu à faire des plaidoyers parajuridiques, des plaidoyers institutionnels au plan régional, et ces plaidoyers ont été pris en compte. Donc je ne peux pas être, c'est vrai, on dit nul n'est prophète chez soi, mais je ne peux pas être en train de sensibiliser les autres pays qui soient en train d'avancer et que dans mon pays, j'ai peur de prendre la parole pour ne pas sensibiliser. Ce serait un péché scientifique et juridique. Donc quand on parle de diligence requise,
Les sages-femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller aux différents congrès, les sages-femmes qui n'ont pas eu la chance de faire la formation sur ces choses, peuvent quand même dire à leur mentor, je parle surtout du Bénin, les autres pays n'ont pas ça, peuvent dire à leur mentor qu'elle veut être formée sur les nouvelles thérapies. Les thérapies novatrices, on appelle thérapies alternatives obstétricales. Je vous remercie.